négociation selon Elisabeth Kübler-Ross. J'ai trouvé un article sur Elisabeth Kübler-Ross, qui est un médecin suisse et américaine, et c'est elle qui a développé le soin palliatif. Qu'est-ce qu'elle a à faire dans nos corps de négociation? En fait, grâce à elle, il y a un modèle qui a été développé qui peut être appliqué dans la gestion des projets, des changements, de gestion de la stratégie, par exemple, d'une négociation. Je m'appelle Maria et je facilite les cours de négociation. Je suis épatée par Elisabeth Kübler-Ross parce que c'était vraiment une femme extraordinaire. Je suis en train de lire actuellement son autobiographie. Et dans ce livre-là, je trouve l'amour de la vie. C'est le livre qui parle de la mort et de la vie après mort, de chemin, comment devenir ce qu'on souhaite devenir, et aussi à trouver le sens de la vie. Mémoire de la vie, mémoire d'éternité, avec un papillon. Pendant ce temps-là de vacances, je me régale en passant beaucoup de temps à rentrer dans la vie d'une personne qui a été qui est née en 1926 et ça fait presque 100 ans. Et en même temps, en lisant ce livre, je trouve que c'est très actuel. Si c'était une femme comme moi, comme si elle partageait avec moi ses leçons de sa vie pour que moi je puisse apprendre d'elle. Et c'est merveilleux en fait parce que ça me permet de m'identifier avec elle et de voir comment elle a pu choisir et prendre la vie dans sa main pour devenir ce qu'elle a souhaité à être. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? En fait, elle était née en Suisse, 1926. C'est une année entre deux guerres, au début du XXe siècle. Sur le continent, c'était pas évident pour une femme de devenir ce qu'elle souhaite devenir. Depuis toujours, depuis l'enfance toute petite, elle a su qu'elle aimerait étudier et devenir un médecin. Cependant, ce n'était pas possible d'accepter par son père. Elle a eu 2 sœurs, elle est née de triplés, et aussi elle a eu un grand frère. Ça veut dire parmi les 4 enfants à la maison, pas tout le monde pouvait aller à l'université. Et son père a choisi pour la plus petite, pour Elisabeth, qu'elle deviendra une assistante de son entreprise où il a travaillé et il a voulu qu'Elisabeth se joigne à lui. Et elle a voulu nécessairement commencer les cours pour être un médecin un jour. Et ça a provoqué une très grande dispute à la maison. Et le père, il était tellement énervé qu'il a dit « Bon, si tu ne veux pas travailler avec moi, tu deviendras une bonne, tu dois te trouver une maison où tu peux aller faire une gouvernante, une servante, tu vas travailler pour les autres, tu vas habiter chez eux pour gagner ta vie. » Et
Elisabeth, elle était tellement fière et aussi sûre de soi qu'elle n'a pas voulu se plier, ni discuter, ni être plus souple, ni faire d'une façon un peu plus commode. Et elle a claqué la porte, elle est sortie. Et en fait, je vous raconte tout ça parce que ça, c'est la première chose dans la négociation qui montre comment faire ou comment ne pas faire. Ça dépend de quel côté on regarde. Si on regarde du côté d'une personne cette personne est sur le chemin, la trajectoire de sa vie et elle sait que c'est ça sens de la vie, que c'est le sens de sa vie, vraiment, il n'y a pas de possibilité qu'il y a d'un obstacle qui l'arrêtera. Cet obstacle, c'est vraiment un test pour prouver à la personne est-ce que je suis capable, est-ce que vraiment je veux tout faire pour dépasser l'obstacle. Et effectivement, Elisabeth, elle était tellement sûre d'elle-même, elle était tellement motivée qu'elle a su que, ok, elle part travailler chez quelqu'un d'autre, elle va être une servante, mais c'est temporaire. Elle a su que c'est juste une partie remise. Et dans la négociation, on retrouve souvent cette nécessité d'être clair avec soi-même. Parce que les deux parties, toutes les parties qui négocient, doivent être sûres avec elles-mêmes quelle est la chose dont je ne peux pas résilier. Quelle est la chose la plus importante, primordiale, à laquelle je tiens au cœur. Et cette chose-là, c'est ça que je ne peux pas abandonner. Si quelqu'un voudrait me le prendre, si quelqu'un voudrait négocier avec moi changement de conditions pour que cette chose n'appartienne plus à moi, ce ne sera pas possible. Je sais que je ne peux pas abandonner parce que c'est ça mon cible ultime. Et en fait, Elisabeth, elle a su que soit médecin, soit rien. Toi, mon père, toi, tu ne veux pas que je commence mes études? Ok, je sors. Je ne veux pas travailler chez toi dans ton entreprise. Je ne veux pas ça. Je préfère faire une servante chez quelqu'un d'autre. Et en fait, elle était mal nourrie, elle était presque maltraitée, elle était usée et harcelée. C'était vraiment un travail très très difficile et très dur. Elle s'est jamais plainte, elle n'a pas voulu que ses parents savent comment elle a froid là-bas. Elle se réveille à l'aube et elle dort après minuit, qu'elle est épuisée. Même si à la maison, elle aura pu être nourrie, blanchie, et elle a pu rester avec les parents. Mais la fierté et aussi la conviction de l'objectif, pourquoi elle l'a fait, elle était pour prouver qu'elle ne peut pas être quelqu'un qui obéit son père si ça concerne sa vie à elle. Dans la négociation, si on prend l'exemple moins personnel mais plus professionnel, on voit que il y a la partie des conditions qu'on peut négocier dans un accord, mais il y a une autre partie sur laquelle on doit être clair avec nous-mêmes. Non, ça, c'est la base. Ça, c'est le point de non-retour. Si tu me changeras, si tu me lèveras ce point-là, moi, je clôture la négociation avec toi. Je vous raconte tout ça pour vous montrer que la conviction et la force d'esprit est très important, comme dans la vie, comme au travail. Et monter et apprendre quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire d'être autonome et d'être adulte? Si ça ne te tue pas,
ça va te rendre plus fort. Elle a appliqué cette croyance à elle. Oui, elle a survécu toute seule, hors maison familiale. Même si elle était jeune, inexpérimentée, sans l'argent. Je suis vraiment sur la grande impression d'Elisabeth Kübler-Ross. Je la vois comme quelque part une idole en moi, quelqu'un que je pourrais suivre, une autorité. Et je trouve pas mal de choses qui sont similaires entre elle et moi. Elle a eu double nationalité, elle a déménagé, elle a quitté son pays natal quand elle a eu 30 ans, pareil comme moi. Elle a quitté avec un homme qu'elle a aimé, pareil comme moi. Et tout ça a eu un grand impact sur sa vie. Et tout ça a quelque part creusé l'identité de cette personne. Elle est devenue une doctoresse dans un hôpital psychiatrique. Ce n'était pas son premier choix, c'était un peu la vie qui a décidé comme cela. Et dans cet hôpital, elle a vu que les gens qui sont en fin de vie, ils n'ont pas les soins ni l'accompagnement dédiés. Ils sont abandonnés et ils sont laissés à leur seul. Tout ça l'a rendu très frustrée parce que d'être un médecin, c'est pas uniquement donner les médicaments et après le travail de médecin est fini. D'être un médecin, c'est soulager une douleur, pas tant physique que psychique de quelqu'un. Et elle a compris que d'être un médecin, c'est pas uniquement traiter les symptômes et savoir mieux ce que les patients, de quoi les patients ont besoin. Elle a vu que c'était le dialogue avec les patients qui a permis aux patients de guérir sur l'âme. Et une fois l'âme est guérie, on peut guérir aussi le corps, si c'est le cas. Elle a travaillé sur la partie psychosomatique, sur la partie pas uniquement du corps, mais aussi d'esprit, de psyché. Et elle a vu que le dialogue avec quelqu'un qui est souffrant, c'est pas uniquement de lui dire vous êtes souffrant, vous allez mourir. C'est déjà pas mal parce que dans les années 60 aux États-Unis, ce n'était pas le cas. Le sujet de la mort, c'était un sujet du tabou. Personne n'a voulu en parler. Il y avait les médecins qui ont évité le sujet. Et même si le diagnostic était mauvais, ils n'ont pas su dire aux patients vous allez mourir. Souvent, c'était les patients qui ont su que leur état se dégrade. Souvent, c'était pas par les communicats en venant de médecins, mais c'était par l'observation de comportements, de changements de comportement de membres de leur famille qui, d'un coup, ils ne sont plus présents, ils parlent différemment, ils ne parlent plus. Elisabeth a vu que c'est pas uniquement la façon comment les patients utilisent les mots « je veux mourir »,« je veux quitter ce monde »,« je suis tellement malade, il n'y a plus d'espoir pour moi ». C'est la façon comment elle accompagne est très importante. Et elle se posait la question qui m'a touchée profondément parce que je pourrais appliquer cette question dans le monde de négociation et de dialogue que je mène au quotidien avec chaque personne.
En fait, elle se demandait, est-ce que je suis capable de l'entendre? Est-ce que je suis capable de l'écouter? Je trouve que cela, c'est une merveille pour un négociateur. Cette leçon-là nous donne l'essence d'être un bon négociateur. Je n'ai pas de pouvoir sur l'autre. Je ne peux pas le guérir. Je n'ai pas de pouvoir pour convaincre. Je n'ai pas de pouvoir pour les faire changer la vie. Cependant, j'ai tout le pouvoir sur comment moi je réagis et comment moi je m'améliore et je deviens qui je devrais être. Est-ce que moi je suis capable de devenir qui est le sens de mon être? Est-ce que je suis capable de devenir quelqu'un qui sait écouter? Même les choses les plus difficiles à entendre. Cela, ça me touche parce que c'est pas évident. J'aimerais bien croire que chaque personne fait de son mieux à l'instant présent, à l'instant donné. Et moi, c'est quelque part le mantra de ma vie. Moi, je fais le mieux dans les conditions actuelles, avec toutes mes compétences, toutes mes connaissances, avec les éléments extérieurs, je fais de mon mieux. Après, peut-être c'est pas idéal et souvent c'est vraiment pas bien du tout comment ça donne les résultats. Cependant, à l'instant donné, c'est un maximum de mes capacités. Écouter quelqu'un pendant un dialogue ou écouter même s'il ne parle pas. Oh, surtout quand il ne parle pas parce qu'il n'y a pas de mots, mais il y a le langage du corps qui parle. Il y a les vibrations qui sont dans l'air. Il y a les petits signes, la façon comment quelqu'un pose un objet sur la table. Tout ça, ça nous donne des indices. Comment on est en relation avec une autre personne. D'être en relation avec une autre personne, pour moi, c'est la négociation. C'est construction de quelque chose. Parce que moi, toute seule, je ne peux pas vivre. J'ai besoin de toi pour co-habiter, co-créer, co-vivre, co-travailler, coopérer. Elisabeth a dit que la réalisation de soi fait une grande partie du sens de la vie. Cette phrase est touchante parce qu'elle nous montre que c'est uniquement une fois nous avons trouvé pourquoi nous sommes ici, on peut se sentir comblé. Et en conséquence, uniquement quand nous avons tout appris ce qu'il y avait à apprendre dans cette vie, on peut clôturer le chapitre et elle dit qu'on peut partir, qu'on peut mourir. Dans la négociation, je trouve que c'est pareil. Parce que soit on est comblé dans un dialogue et on peut sortir de table en ayant cette sensation de travail bien fait et d'ajouter une valeur à quelque chose qui avant une heure n'existait pas. Soit on sort de table avec une manque que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore bien, alors si ce n'est pas encore bien, ce n'est pas encore la fin. Et il faudra revenir encore avec une autre idée, une autre approche, une autre possibilité comment faire.
Je vous propose à rentrer dans cette optique que la réalisation de soi permet à s'approcher au sens de sa propre vie. L'outil qui est développé par Elisabeth, c'était une méthodologie qui parle de 5 étapes d'une day, on peut dire, ou d'un changement, comment aborder un changement. Maintenant, beaucoup de professeurs ont appliqué cette méthodologie, pas uniquement dans le cadre de la santé mentale, aussi dans la gestion, le management, dans le monde du travail. Elisabeth a dit qu'il y a 5 étapes nécessaires pour que quelqu'un peut partir de ce monde, pour qu'il peut avoir ce courage et aussi la force et aussi tranquillité d'esprit pour mourir. C'est comme une clôture d'un chapitre et ouverture d'un nouvel chapitre. Pour elle, c'est une clôture d'une vie, mais un début de quelque chose de nouveau. Elle a compris. Et peut-être qu'il faudra avoir moins de courage parce qu'on part dans le monde meilleur que d'être né dans un monde où il y a des nazis, où il y a des crises, de la guerre, de la souffrance, de la maladie. 5 étapes dont Elisabeth parle commencent par un événement déclencheur, par un choc, par quelque chose qui était inattendu. Cet événement-là, ça peut être aussi une rupture, un renoncement à quelque chose. Et on se ferme. On ne veut pas que quelque chose arrive à moi. On ne veut pas être diagnostiqué malade. On ne veut pas d'être confronté à une séparation. On ne veut pas critiquer au travail. Dès que cet événement a eu lieu, il y a la défense qui est automatique de nos corps. C'est involontaire. C'est le mécanisme de survie que notre corps met en place pour garder les forces pour survivre. C'était plus simple comme avant. Nous sommes habitués à comment le monde fonctionne. On sait faire. La nouveauté, le changement, ça ne permet pas de faire quelque chose plus facilement. Ça demande d'effort. Notre corps, il ne veut pas. Cette première étape de déni d'un refus peut être aussi connectée à une émotion de surprise parce qu'il y a un événement déclencheur et ensuite soit je deviens dégoûtée parce que pourquoi moi? Non, c'est pas possible que c'est moi qui est malade. Ou ça peut être une rage, une colère rouge. Non, toi tu violes mes droits. Non, c'est pas possible, je ne suis pas d'accord. Moi je vais me battre, j'appelle un avocat. Ces émotions portent une information derrière. Et en fonction de comment on était conditionné, on a des pensées qui commencent à naître et tourner dans nos têtes. Elisabeth dit que l'étape première, c'est un déni. On refuse, on ne veut pas entendre. Et après, on descend dans les émotions et on est colérique, on est vraiment perturbé et on a cette énergie qui veut exploser parce qu'on veut blâmer tout le monde, même peut-être soi-même, pour la situation. Ce qu'dit Elisabeth et ce que je trouve intéressant, elle parle de
la gestion de cette émotion. Elle part que le malade, dans ce cas-là, il n'est pas contre l'entourage. Il peut utiliser les mots blessants, il peut essayer de tirer le fusil. Cependant, ce fusil ne peut pas blesser les autres, ne peut pas attendre les autres. Elle peut blesser, les mots peuvent être blessants. Cependant, c'est une piège quelque part. Parce que c'est lui-même qui souffre à chaque fois. Il souffre beaucoup plus que la personne qui est en face. Et ce qu'elle propose, c'est vraiment vider ce seau, ce réservoir de colère, ajouter l'huile pour que le feu brûle jusqu'au bout. Parce que uniquement avec l'épuisement, on pourrait passer à l'étape suivante. C'est pour ça qu'elle cherchait souvent les gens pour qu'ils montrent leur colère, pour qu'ils l'expriment, pour qu'ils n'ont pas l'honte ni la culpabilisation de leur-même, de ne pas s'autoriser à montrer la colère. Surtout pas, il faudra vraiment rentrer dans cet élément, de cette énergie, de ce feu qui est caché à l'intérieur de nous. Chacun de nous a ce réservoir de feu. Ce feu nous permettra de transformer. Si quelqu'un n'est pas capable d'être en colère, il ne pourrait pas profiter de la joie derrière. Troisième étape, c'est une étape de marchandage qui peut être liée et passe en étape de la dépression. Souvent, on peut avoir étape de dépression et après marchandage, parce qu'après l'épuisement de toute cette énergie de feu, de la colère, on est épuisé, on rentre dans l'énergie très basse, dépression, stagnation, les armes sans parole. Et en ce moment-là, il y a des pensées qui tournent toujours dans notre tête avec une autre énergie, avec une autre optique. C'est pour cela, c'est pas nécessairement l'ordre de toutes les émotions qui comptent, c'est la présence de ces émotions qui compte. Ça peut être que le marchandage pour quelqu'un arrive après la colère, ça peut être pour l'autre que le marchandage arrive après l'état de la tristesse. Marchandage nous parle d'une façon de faire un dialogue intérieur, de peser le pour, le contre, de trouver la solution, de s'accrocher à la vie quelque part et de laisser la vie, de vouloir tout prendre et ça m'est égal, je peux tout donner. Cette étape nous apprend qui nous sommes, quelle est l'identité, quelle est la colonne vertébrale de notre identité. Cette étape est très importante, cette étape de assimilation, c'est que nous avons sorti, qui nous sommes devenus, comment on a réagi quand on était vraiment en colère. Et maintenant, je cherche à l'intérieur de moi où est le point du milieu. Où est le point entre la colère et la joie. Ce marchandage, Elisabeth dit que c'est un moment où on devrait être à nouveau présent, à l'écoute et disponible pour la personne qui est en quête. La personne qui est à la recherche de son propre être. Cette étape permet aussi de retrouver la paix. C'est grâce à cet marchandage intérieur qu'on arrive à trouver la solution. On a ce moment de prise de conscience, c'est un moment qui nous permet de baisser nos épaules et dire
c'est comme ça. Ah, j'ai trouvé. Je sais maintenant. Ça peut être vraiment un moment clé, comme un moment déclencheur, c'est un événement ponctuel. Ici, ça peut être aussi cette prise de conscience qui est un livre que quelqu'un nous a donné, un film que nous avons vu, une parole que nous avons entendue dans le couloir, un cadeau que quelqu'un nous a donné. Ça peut être déclenché par un événement et comme ça on peut basculer de l'étape de marchandage vers l'étape de l'acceptance. Dernière étape. Cette étape-là nous permet de faire la paix avec nous-mêmes, avec le monde extérieur. Dès que ça arrive, dans la négociation, c'est une étape que on voit qu'on construit. On n'est pas contre l'un pour l'autre, mais là, on travaille ensemble. Dans le monde d'Elisabeth Kübler-Ross, c'était une étape de, à partir de là, le malade, il sait qu'il va partir. Et il y a quelques derniers instants de sa vie à en profiter et faire avec la vie ce qu'il a voulu toujours faire, aller vivre, à vivre la vie. L'acceptance permet aussi aux malades de quitter le monde, de quitter ce monde physique et aller en voyage. Ce qui est touchant dans ce récit, c'est qu'il y a plein d'exemples de vie des malades, parce qu'Elisabeth a donné des séminaires chaque vendredi dans une salle universitaire. Elle a eu des médecins, des étudiants, des gens d'églises diverses et variantes, des gens, des infirmières qui s'occupent des malades, qui tous sont venus entendre qu'est-ce que c'est ce passage, qu'est-ce que c'est ce moment tellement particulier de la vie, qu'on ne sait pas nécessairement bien accompagner, parce que nous-mêmes nous avons peur, on ne connaît pas la mort. Alors comment on peut accompagner quelqu'un? On ne savons pas qu'est-ce qui se passe pour lui. Et tout ça, avec ces exemples de séminaires où elle a fait 1 heure d'introduction, de méthodologie, d'introduction au sujet. Et 2e heure, c'était l'entretien avec quelqu'un qui est en état de maladie terminale. Et c'est lui qui a donné ses réponses, il a mis ses mots pour décrire son état. Et tout ça a permis à développer un grand catalogue de connaissances sur le sujet. Et d'autres livres d'Elisabeth Kübler-Ross ont été basés sur ce séminaire. Ce qui est touchant pour moi est de vivre l'expérience de gens qui sont en paix avec eux-mêmes, qui sont vraiment heureux de passer ces 5 étapes et maintenant ils ont appris quelque chose. Et comme elle a dit, nous pouvons quitter ce monde uniquement quand nous avons appris tout ce qu'il y avait à apprendre pour nous. On ne peut pas mourir avant. C'est pour cela qu'elle était aussi contre l'euthanasie, parce qu'elle dit que ce n'est pas encore le temps pour toi de partir. Je trouve ça comme une jolie leçon, que même pendant ce sera demain. Si ce n'est pas demain, peut-être ce sera dans 1 semaine. Et peut-être il me faudra discuter avec 5 d'autres personnes avant, que je revienne discuter avec toi 10 ans plus tard. Et comme ça, on va se comprendre mieux. Ou peut-être, c'est pas pour nous de discuter ensemble. Peut-être il faudra que toi tu discutes avec quelqu'un et moi je vais discuter et faire une affaire avec quelqu'un d'autre. Comme Elisabeth elle a fait au début de sa vie. Elle n'a pas voulu discuter avec son père. Elle est partie et après ils se sont retrouvés plusieurs années après.
Tout cela, c'est pour vous raconter un peu que ce cycle du deuil, c'est cet outil qu'Elisabeth a conçu avec 5 étapes, a été bien développé, bien repris, bien réanalysé par d'autres personnes. Et aujourd'hui, moi, je m'en sers vraiment souvent. Je sais quelle étape devrait arriver après quelle étape. Je sais si je mouline un peu trop dans ma tête parce qu'il y a un problème, peut-être il faudra que je passe volontairement à une étape suivante, que je sors la colère ou que je me mets en isolation pour être avec moi-même, pour me connecter à la partie de petit enfant qui est triste. Et tout ça me permet en fait d'avancer sur le cheminement. Et même si je n'ai pas encore l'idée concise de la solution, j'arrête d'être figée, d'être dans le déni et le refus que rien ne s'est passé. Cette vidéo, c'était un peu sur Elisabeth, mais un peu sur Maria, et j'espère aussi que ça vous a apporté des idées pour vous. Donnez-moi dans les commentaires des idées de vos projets, de vos situations, de votre vie, comment on peut appliquer 5 étapes. À la prochaine!